Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de Texpresso, mais c'est un petit épisode de hors série avec Laurent bien évidemment. J'enregistre l'introduction après l'enregistrement. L'idée c'était tout simplement d'aller au plus vite parce que Thibaut de chez Auto nous a fait la gentillesse d'être présent pendant 1 heure, donc on a été très très court. Donc on a omis l'introduction volontairement pour justement être focus et pouvoir vous faire un petit podcast assez cool. Donc un énorme merci à Thibaut. On mettra les liens en description de toute façon pour suivre les actualités de chez Auto, de Thibaut, parce qu'il partage des vidéos vraiment très cool. L'ambiance de leur Discord et la communauté de chez Auto autour de Bubble est excellente. Donc voilà, allez-y faire un tour. Et merci encore à Thibaut pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à Laurent pour sa présence parce qu'il est toujours là et il fait partie des meubles. Vous m'entendez ou pas? C'est Ouais, bon. parfait, nickel. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup Thibaut d'être là, comment tu vas? Tu es bleu, Alexandre? Oui, bah, tout Oui, le c'est temps. mes néons. Attends, je vais les éteindre, je vais allumer l'autre lumière. Attends. Je suis tout le temps bleu. J'ai- tout le temps. C'est un schtroumpf. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Ouais, ça scintille un peu, mais c'est vrai que t'étais bleu, quoi. Je me suis dit, waouh, c'était bizarre. Attends, si je mets le bleu, est-ce que je scintille moi? Non, c'est pareil. Ah, ça fait chier. Bon. Non, t'étais bleu, je crois que tu scintillais moins. Hein. Bah, Mm. remets-toi Ouais, bleu, il me du coup. semble. Hein. Ou alors on Ah voyait ouais, moins non, le mais c'est parce scintillement. que. Ouais. Non, il y en a Je pas, il y en a scintille, pas. et là, je suis flou. C'est encore Voilà, mieux. mais c'est Teams, ça, c'est Teams, c'est sûr. Mais c'est surtout qu'en fait, je pense que vu que c'est la lumière blanche, je crois, qui émet un truc qui fait que sur la caméra, si t'es pas réglé, tu scintilles, quoi. Ah ouais, mais C'est une faut que je grosse prenne le galère, temps c'est le de... temps de s'adapter. faut que je prenne le temps de régler tout ça. Eh oui. En tout cas, merci, franchement, d'être là. Je suis désolé pour la dernière fois, mais c'est Non, une non, petite écoute, galère. c'est toujours galère de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Ah, il y a des urgences, hein. Ouais, Il y a mais bon, toujours des urgences. c'est ça. Littéralement, toujours des urgences. Du coup, Hop, comment ça se passe? bah écoute, l'idée, c'est juste d'échanger autour du code et du no-code. En gros, c'est un peu D'accord. ça. T'es Il y toujours a flou. pas de... On n'a pas de script, on n'a rien prévu. Ok, Donc, allez, c'est parti. Ah ouais, on est en roue Mais libre, on est en roue libre, nous, hein. ouais, c'est ça me va très exactement bien. Mais ça. t'es toujours complètement flou par contre, Alex, hein, je te le dis, c'est Ouais, pour bon, toi. Mais... ça va revenir à un moment donné. Mais il n'y a rien qui va en ce moment. C'est fou. C'est fou. On va t'acheter une Bah caméra ok, pour Noël. c'est Ce gentil, sera le merci. cadeau. Bah, Donc, feu, hein. on est parti. Bah écoute, je sais même plus à quel épisode on est, mais je le ferai en intro, c'est pas grave. Je ferai au montage. Ah, Je me corrigerai ça à ce serait cool. moment-là. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, juste pour te présenter un petit peu, toi, tu es le fondateur de Auto, c'est ça? Ouais, Une boîte qui est spécialisée dans la formation autour du no-code, essentiellement Bubble. ouais. Vous faites du Adalo, je crois aussi? On a eu fait du Adalo. D'accord, je croyais que vous le faisiez On encore. n'en fait plus. Voilà, parler du learning, on n'en fait plus, mais j'expliquerai les raisons si tu veux pendant le podcast. Ah, il nous fait un black, Non, ça marche pas. non, non. C'est pas En grave. effet, hop là. Oh, J'ai essayé le TikTok, focus, mais... ça aurait été incroyable. Maintenant, on a son empreinte digitale, on Ah, peut aller yes. acheter des trucs à sa Ouais, place C'est et c'est tout. bon, ça. c'est bon, je suis revenu. Je suis On revenu. peut ouvrir son iPhone et tout avec son empreinte digitale. Je vais rester à bonne distance, ça devrait le faire. Non, mais vas-y, bah, tu peux déjà nous présenter un peu Auto, du coup, ta boîte, là, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, nous, on s'est spécialisé sur un sujet qui est la partie no-code, mais programmation visuelle. Donc, en gros, pour résumer un petit peu, notre objectif, c'était d'éduquer un maximum de personnes à la création d'applications, dans un objectif simple à la base, qui était la création dans un cadre de start-up, d'entreprise. Et le marché s'étant professionnalisé, maintenant, on a l'un des plus gros profils en termes de développement en no-code sur Bubble. Donc, on a une stack bien étudiée. Et l'objectif, c'est qu'on essaye de créer avec ça. Donc, finalement, nos produits, au fur et à mesure, sont divisés entre ceux qui veulent créer des boîtes, donc ceux qui veulent créer un projet mais qui ne seront pas à terme développeurs. Ils savent manipuler. L'objectif, c'est pas d'en faire leur métier. Et ceux qui deviennent développeurs no-code, avec l'objectif à la fin de maîtriser Bubble, mais aussi d'autres technos intégrés à l'intérieur, sans forcément aller aussi loin que le développement informatique, mais avec un objectif de travailler sur le marché, que ce soit en termes de freelance ou en termes tout simplement de salariés. Alors, on va avoir la première question parce que je pense que tu as arraché des oreilles à quelques personnes. Parce que mettre développeur et no code dans la même phrase, à mon avis, il y a quelques Ouais. développeurs qui saignent des oreilles, quoi. Ben, en Est-ce que, fait, est-ce que du no code, c'est du vrai développement? alors, la question, c'est que dans le développement, tu as beaucoup de sujets. Tu as des développeurs front, des développeurs back, des full stack, etc. Pour moi, du moment que finalement, la finalité, c'est la création de quelque chose développé, enfin, qui fonctionne, hein, on va dire, qui applique de la programmation, de l'algorithme et une maîtrise, on va dire, un peu
de ces sujets pour avoir un produit, pour moi, je considère ça comme du développement. Ouais. Il faut comprendre aussi que beaucoup de gens, en fait, confondent une chose, ils confondent no-code et finalement briques Lego que tu peux mettre comme ça et qui se maîtrisent littéralement en 2 temps, 3 mouvements. Il y a une vraie expertise. Alors, toutes les technos ne sont pas à ce sujet-là, mais c'est pas comme un Shopify que tu poses et ça marche. Oui. Il y a un vrai sujet où tu pars de zéro sur Bubble. Ouais, parce que juste pour la faire courte, moi je suis plutôt Ops, je fais plutôt du scripting PowerShell, ce genre de choses, et pour eux, je suis pas un développeur, hein. Oui, mais une fois de plus, c'est ça le truc. Alors, c'est un comparatif rigolo, c'est que je me suis donné une dominante quand j'ai commencé, c'est que j'ai essayé de me former au code. Alors, j'ai un petit peu essayé, je ne suis pas forcément arrivé très très loin parce que c'est un truc qui me frustrait beaucoup. Faut comprendre une chose aussi, c'est que les communautés de dev, c'est pas les plus sympas du monde. Moi, j'ai souvent trouvé que tu te faisais très vite trash talk dessus. Ouais, Après, peut-être parce que tu poses des questions bêtes, mais je trouvais un truc difficile, c'est de me dire, tu commences désolé, oui, il faut que tu prennes toute la connaissance. À un moment, on va regarder le forum, je veux bien. Ou read the fucking manual, je veux bien. Mais le problème, c'est que quand tu as 15 000 technos, tu sais pas par où commencer. Et forcément que tu as une influence, donc c'est pas possible. Et de l'autre côté aussi, ce que j'ai vu, c'est que les écoles de code, alors pardon de le dire, mais c'est des écoles de code à petit format, des bootcamp coding. Je connais très très peu de gens, je connais moins de 20% des gens des bootcamp coding qui finalement sont devenus vrais développeurs. Donc c'est mm, pareil, ce sont des personnes qui, quand elles ont essayé de rentrer dans une communauté de dev, elles se sont fait rejeter parce que c'était pas assez bonne pour ça. Et je voulais surtout pas avoir ça dans le no-code parce que l'objectif, c'est que je n'ai pas du tout la vocation à remplacer le développeur. D'accord? Pour moi, on parle le même langage, on utilise différents outils avec un objectif derrière, effectivement, de créer quelque chose. Mais, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on se frite beaucoup plus avec des développeurs juniors que des développeurs seniors. Parce que souvent, les développeurs seniors, ils ont dit, tant que ça marche et que ça va vite, oui, par rapport à ton besoin, c'est OK. Et je dis aussi une chose, c'est que quand tu as besoin de scale à haut niveau, que tu as besoin du custom à haut niveau ou tu as besoin de performance, va vers du code et c'est très bien. Mais qui aujourd'hui, en termes de boîte qui se lance ou qui est peut-être une TPE ou une PME, a la capacité à financer du code? C'est ça aussi les vrais sujets. Donc pour moi, je suis en mode, en fait, on pique rien à personne. Pourquoi nous attaquer, tu vois? ouais, ouais, OK. Ouais, non, mais moi je suis dev, hein, de formation, donc je fais de l'ops, mais je suis dev de formation, donc c'est vrai que j'avais déjà La dit même. plusieurs fois, j'en ai discuté plusieurs fois, j'ai fait alors déjà no code et low code, c'est quoi la Oui. différence? Alors déjà, Parce que no toi, code, tu dis no code. c'est No code, ça veut dire que dans Bubble, c'est on glisse des briques, mais on fait zéro code. Non, c'est pas exactement ça. En fait, faut comprendre une chose. Alors, c'est le distinguo qui est un peu compliqué, mais je suis d'accord avec vous. En fait, le mot no-code, c'est un terme marketing qui a tendance à devenir un terme bullshit à force. En fait, le terme no-code, à la base, c'est une philosophie qui dit qu'on n'a pas besoin de coder pour créer des choses techniques. Point. OK, Et OK. dans le no-code, tu as autant des outils d'automatisation que de la programmation visuelle. Donc, moi, je parle beaucoup de visual programming. Le problème, c'est que quand tu sors un peu de ta sphère, les gens comprennent encore moins le mot, donc on est obligé d'utiliser un peu le mot no-code, mais c'est plus une philosophie on va dire qu'une catégorisation. Oui, d'accord, En OK. outil, tu ne peux pas parler de no-code parce que ça veut tout rien dire. Le principe du no-code, c'est de dire tu n'as pas besoin de savoir coder pour les utiliser. D'accord? Donc ça ne dit en rien la difficulté de l'usage. Ça dit juste tu n'as pas besoin de savoir coder. Point. Et le low-code, c'est quand tu as besoin de savoir coder, j'estime de 5 à 20% pour pouvoir l'utiliser et tout le reste peut être fait en no-code, c'est-à-dire le déploiement sur un serveur notamment et Ah, OK, certains ouais. sujets comme ça. Bubble, par exemple, est no-code, mais tu peux utiliser du code à l'intérieur. Tu peux utiliser du JS, de l'API, tu peux même intégrer des plugins spécifiques. Les plugins se développent en code. Donc, beaucoup de gens, par attrait marketing, disent ouais, Bubble, c'est low-code. Parce que face à un client, c'est plus joli. Mais Mhm. si tu intègres des devs sur du Bubble, ils vont avoir des difficultés sur certaines parties parce que ce n'est pas la logique Bah, claire du web. oui, moi j'ai fait de la Power Apps, moi, dans une ancienne vie. Hmm. Et en tant que dev qui passionné de ça et qui fait du code en scriptant tous les jours, machin, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir Oui, coder comme je voulais parce que des fois je me disais finalement en code je serais peut-être allé plus vite qu'avec ce Power Apps où je suis obligé de réfléchir un peu plus à certains trucs, quoi. mais en plus, tu prends le quasimodo du no-code, quoi. Power Apps. Ouais, ouais, mais excuse-moi, mais Non, mais avant la dominante Microsoft, je c'est travaillais pour dans une moi. boîte, je travaillais dans une boîte qui était full Office 65 à l'époque, donc on faisait de la Power Ouais, Apps, quoi. ouais. Non, mais pour moi, tu vois, quand on me demande c'est quoi un MVP, je dis c'est Microsoft. Et Microsoft, ils sont les spécialistes de faire du MVP, sauf qu'eux, ils ne les font jamais passer en V1. Mais la plupart des outils qui sont intégrés dans les entreprises ne sont pas finis ou ne sont pas full fonctionnels. Mais c'est juste que vu que le truc c'est gratuit et que c'est installé, pourquoi aller chercher mieux ailleurs? Oui, c'est Donc je ça. comprends, tu vois, l'idée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me parle de Power Apps, quand on me dit no code,
Je fais oui, peut-être Ah bah, Power Apps, pour moi, c'est pas du 2005-2010, quoi. Power Apps, Voilà, c'est à c'est du l'ancienne, quoi. vrai low code pour moi. C'est que tu as besoin de Hmm. coder à un moment donné pour faire ce truc que tu veux, hein, parce que Ouais, c'est ça, c'est très rigide. c'est très rigide, ouais. Et c'est du codage, pas avec des langages connus comme JS, comme tu disais, ou ce genre de choses. Ah oui, C'est pas de la rigolo. fonction à la, c'est de la fonction à la Excel, quoi. Avec des Ah oui, ifs mais là, imbriqués dans c'est tous les sens et tout. Enfin, c'est assez compliqué au bout d'un moment, quoi. Je connais c'est pas ça au niveau de Bubble, la mais Alex connaît un primitif. peu plus, mais moi je connais pas Bubble du tout. Franchement, j'ai voulu m'y mettre, tu vois, j'ai le bouquin en plus qui est encore Oui, là, t'as lu le mais livre, tu m'as dit que t'avais. j'ai pas eu le temps de le finir Ouais. encore. Et en plus, ils ont fait une mise à jour, je crois, il y a pas très longtemps, donc qui a changé quelque chose au niveau de l'interface, il me semble, de ce que j'en ai suivi, hein. J'ai pas regardé. Ouais, en fait, en gros, ils ont fait des évolutions, mais ce sont des évolutions qui sont des bêtas, on va dire. Bah, Ok? Bubble, maintenant, on a longtemps reproché à Bubble de push en live une fonctionnalité que finalement les gens n'avaient pas testé. Et maintenant, du coup, ils sont prudents, ils font de longues bêtas. Ce qui est hyper intéressant, sauf que du coup, le problème de la bêta, c'est que les gens, ils sont en mode oui, vite, vite, peut-être qu'ils vont tout basculer d'un coup, donc tout le monde s'y met. Sauf que c'est pas assez fonctionnel pour être utilisé. Donc, toi, tu parles par exemple de l'éditeur workflow qui a changé. Avant, on était sur des blocs. Donc, moi, alors, c'est pas très joli, mais je trouvais que c'était extrêmement fonctionnel, surtout quand on a une application qui est avec beaucoup de fonctions sur la même page. Le problème de ça, c'est que en le faisant en ligne, un peu comme à la Zapier, bah, du moment que tu as une application qui est déjà lancée avec beaucoup de workflow, bah, vu que tu n'as pas rangé tout comme il fallait, c'est impossible à gérer parce que tu te retrouves avec des duplicates d'éléments qui font pas sens. Et du coup, ils nous ont dit oui, mais rassurez-vous, on va rajouter la partie condition, les conditions, donc qui sont hyper importantes sur Bubble, après. Après quand? D'accord. Et aujourd'hui, des élèves qui commencent sur la partie bêta qui est déjà activée ne comprennent plus en fait comment ça s'utilise parce que c'est très perturbant parce qu'on part d'un quelque chose qui est très Zapier, c'est-à-dire que Zapier, tu as une action et tu descends au fur et à mesure et tes conditions font que les actions sont l'une au-dessous des autres. Bah, sur Bubble, c'est pas exactement ça. Si tu as une condition, c'est un deuxième workflow, donc une deuxième liste. C'est pas du tout pratique. Donc, du coup, on est en mode désactiver les bêtas, désactiver les sujets. Et du coup, nous, en formation, je peux vous assurer que c'est un peu galère hein, quand quelqu'un a une interface que nous, on n'a pas, que nous, on ne voit pas parce que les anciens comptes sur Bubble ont les anciennes interfaces. Donc, moi, les nouvelles interfaces, il faut que je les active moi-même. Donc, ce n'est pas toujours évident. Des fois, on a quelqu'un qui est perdu et qui est parti sur cet usage-là et qui est perdu par rapport aux exos et surtout, même par rapport à l'évolution, il se dit quand ça va grossir un peu, ça va être ingérable. Donc, du coup, tu vois, ils font des tests, pas toujours heureux. On a aussi un petit peu peur parce que des fois, ils ont fait des tests sur des bêtas qu'ils ont retirés ensuite pour ne pas les implémenter parce qu'il y avait un mauvais retour. Donc, tu te dis, bon, j'ai pas envie d'anticiper et changer toute ma formation parce que ça, alors que finalement, peut-être qu'on va revenir en arrière dans pas longtemps, tu vois. Du coup, D'accord. Ils ont. ouais. Du coup, tu parles de Zapier. Excuse-moi. Donc Zapier, c'est ce que tu mets tu l'utilises, tu l'englobes toi dans tout ce qui est no code, quoi. Zapier, quoi. C'est. Oui, parce que tu n'as pas besoin de savoir coder pour l'utiliser. Par contre, Zapier a un truc très puissant, c'est tu peux intégrer du code à l'intérieur et tu peux faire beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Mais pour moi, c'est totalement no code. Le seul truc que je mettrais dans les outils d'automatisation du côté low code, à la limite, ce serait N8N. Alors, je le dis en français. Il faudrait dire N8N, mais j'aime pas trop ce sujet comme ça. Où là, pour le coup, tu peux l'installer on-premise, tu peux l'installer et tu peux l'utiliser vraiment comme tu souhaites. Tu peux faire tes propres calls, etc. Donc là, il faut savoir un peu toucher parce Ouais, que ouais. bah, c'est pas évident. Moi, je Mais faisais la différence entre Zapier. Pour moi, Zapier, c'est plus un ordonnanceur de tâches, un truc pour automatiser les tâches, un automatisateur de tâches. C'est pas forcément un truc pour développer une appli, quoi. Mais finalement, attention, finalement, ton c'est workflow peut être ça. considéré comme une appli. Mais c'est même pas une question. Alors, le no-code n'inclut pas le terme d'application. Oui, En oui. fait, il faut savoir que dans le no-code, on parle de solution technique, pour pas dire application. Parce que dans une solution technique, tu peux avoir un sujet, tout simplement, d'avoir un formulaire qui, tout simplement, est sur ton site, va automatiser ta prise de rendez-vous. C'est pas une application en soi. C'est une automatisation qui permet de simplifier la vie. Et tout ça, pour moi, c'est une solution technique. Donc, c'est créer et maintenir une solution technique. Donc, en ligne, on est vraiment sur une solution qui est dans le cloud, qui n'est pas installée en local. Et tout ça, c'est résumé sur le mot no-code. C'est pour vous dire à quel point, quand les gens tapent sur le no-code, on parle de quoi? On parle de quel Oui, outil? Les bah, ouais. faiblesses du no-code, c'est pareil. Les faiblesses du no-code, très bien. Oui. Quel outil? Oui, Voilà. parce que c'est vrai que dans ma tête de dev, moi, le no-code, c'était pour développer une appli, pas forcément une solution technique, mais une appli, quoi. Donc le fait de dire Mais plutôt solution technique qu'appli, c'est une très bonne idée. C'est ça qui pose aussi des grandes questions niveau métier. Donc, vous vous rendez bien compte que mettre le monocode plus métier, ça pose d'énormes complexités sur qui on recherche comme profil, pour quelles compétences, à quel poste, quelle techno. Et pendant longtemps, on se battait un petit peu sur le côté, vous savez, je cherche, hein, et c'est marrant, il y avait une dizaine de termes, ingénieur no-code, chef de projet no-code, développeur no-code, expert no-code, consultant no-code. Bon, il y avait vraiment un truc avec le mot no-code à l'intérieur.
ils ont tenté un truc Product Builder sur lequel je ne suis pas forcément d'accord parce que je pense que le Product Builder, ça rajoute une couche de complexité parce que ça ne dit rien sur tes compétences en réalité. C'est une gestion un petit peu entre le chef de projet et le développeur, sauf qu'il n'est ni bon sur l'un ni bon sur l'autre. Pour moi, le no-code, en fait, est une compétence quand elle est rajoutée à un métier. Et le no-code, pour devenir une vraie compétence métier en tant que telle, elle doit se porter sur le développement. Parce que je considère que des logiques nécessaires à mettre en place à haut niveau, dans ces cas-là, c'est une expertise poussée. C'est l'exemple de la différence entre quelqu'un qui maîtrise la suite Office pour faire de la... c'est quoi? C'est de la pas de la bureaucratie, mais c'est de la bureautique. Voilà. Classique. Voilà, bureautique classique. Donc, dans ces cas-là, on sait qu'il sait utiliser Excel, mais on ne lui demande pas une expertise poussée sur Excel, de faire du VBA, etc. Par contre, quand tu as une compétence poussée sur Excel et du VBA, très souvent, tu as une spécialité qui applique ça comme stack technique, entre guillemets. C'est pareil, tu vas être développeur VBA, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais pour moi, tu précises dans ton nom de poste l'outil que tu maîtrises, parce que c'est ça qui est recherché au niveau des entreprises. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a essayé, vous savez, comme à un moment, tout lancement de marché, on a essayé de mettre un étendard en disant ça, c'est du no-code, on fait ça, ça en même temps. Et ça, c'est un gros sujet pour tout le monde, pour que tout le monde se reconnaisse. Sauf que les entreprises, elles sont en mode, en fait, elles s'y reconnaissent, mais le mec, tu la mets dans une boîte qui fait du Bubble et le mec en face, il fait que du Airtable, il va être malheureux, tu vois. Et c'est ça sur lequel on se bat un peu. On dit attention, le no-code, c'est bien comme nom, mais ça n'en définit rien de ce que vous maîtrisez. Et il faut faire très attention à ça parce qu'on essaie de faire des gros mélanges marketing pour que ce soit rigolo et sexy pour que les gens comprennent. Sauf qu'à la fin, les entreprises, c'est elles qui prennent des profils. Il faut savoir que c'est elles qui régissent finalement la tendance du marché. Si elles n'y comprennent rien et qu'elles ne prennent pas les gens parce qu'elles ne savent pas où les mettre, on aura tous perdu en fait à la fin. Et du coup, tu as commencé au début, on disait, le no-code, en fait, c'est l'utilité, quand tu disais au début pour une startup, c'est genre pour monter un proof of concept rapide, dire voilà à quoi ça ressemblerait vite fait, machin, et après on peut monter, scaler et développer autour et monter en compétence sur ce truc-là et faire un produit plus fini, quoi. Alors, c'est ça qui est C'est intéressant. ça l'utilité du no-code, c'est le gain du truc, c'est de pouvoir faire un proof of concept rapide, quoi. Alors, c'est pas qu'un proof of concept, c'est littéralement, tu peux maintenir. Alors, ça dépend de la techno que tu vas avoir en face. Tu as des technos qui sont plus adaptables pour du MVP et d'autres qui vont être beaucoup plus loin. L'idée du no-code, c'est de te dire, tu peux créer, faire grandir une boîte et scale jusqu'à un certain niveau. Ça va dépendre de ton client en face, avec justement une stack qui n'aura pas besoin d'intégrer du développement. Moi, ce que je dis avec le no-code, c'est d'avoir le choix. Donc, il n'y a pas de limitation sur le no-code en disant si tu as plus d'un million d'utilisateurs, ça va bloquer. Non, si tu as plus d'un million d'utilisateurs, c'est comme tout. Tu vas devoir savoir si le dimensionnement que tu as pris en place, ça va être intéressant ou pas. Moi, aujourd'hui, avec 14 000 utilisateurs, sur Bubble, ça fonctionne très bien. Par contre, effectivement, vu comment ma plateforme est composée, si je voulais aller plus loin avec de meilleures performances, il y a peut-être des réflexions que je mènerai. Et c'est des réflexions que je mènerai avec un sujet, c'est un, je gagne déjà de l'argent. Deux, je maîtrise ma stack et je peux avancer et la maîtriser, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand tu la maîtrises en interne, tu n'as plus aucune dépendance. Et surtout, moi, j'apprécie beaucoup en tant que fondateur, cofondateur, que quand je parle à mon dev, on parle le même langage. Ouais. C'est-à-dire que je sais ce qu'il va faire, il ne va pas mettre 3 ans. On arrête de détacher la partie produit, la partie tech, la partie un peu marketing vision, enfin tout ça, au bout d'un moment, pour moi, il y a des multipostes qui se dessinent, surtout sur les petites boîtes. Au bout d'un moment, faut arrêter de se dire oui, l'agence, c'est un bon sujet parce que tout simplement, au bout d'un moment, l'agence, sauf que quand tu as les thunes et que tu sais ce que tu veux faire, l'agence, au bout d'un moment, même si c'est du code, quand elle s'en va, tu es à poil, en fait, tout simplement. Donc oui, soi-disant, on peut changer de dev sans problème. Ouais, va regarder les codes commentés des dernières agences avec qui tu as travaillé, on en reparle. Non, mais c'est comme tout, un développeur, ça coûte extrêmement cher. Et c'est normal, vu les compétences qu'ils ont et ce qu'ils développent, c'est OK. Mais par contre, de dire oui, le no-code, en fait, c'est pas si parce qu'on ne peut pas changer de truc, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, il y a de la dépendance à l'outil. Oui, comme toute chose, a de la dépendance tout, avec une autre. Quand tu codes en utilisant un framework, tu es dépendant du framework. Ouais, mais c'est comme tout. Le sujet derrière, par contre, c'est de dire, vous avez le choix de faire ce que vous voulez et c'est adapté à des personnes qui, effectivement, n'ont pas les compétences et n'auraient jamais pu le faire sans ça. Ça permet aux entreprises de retrouver un peu d'indépendance sur leurs besoins. Tu peux aller du POG jusqu'à beaucoup plus loin. Par contre, effectivement, si tu veux avoir un truc full natif, full performance à fond ou avec des fonctionnalités qui ne peuvent pas exister en no-code, c'est-à-dire qui dépassent les compétences de l'éditeur, même quand tu commences un peu à bricoler en rajoutant du code, c'est que tu commences à toucher les limites de l'éditeur. Ouais. Et bien dans ces cas-là, te poser la question raisonnablement, est-ce que j'ai envie de passer en code, c'est une chose. Ou alors, faire une stack, nous, de plus en plus qu'on fait avec de l'hybridation, c'est-à-dire une partie en code, une partie en no-code, parce que
toutes tes interfaces n'ont pas besoin d'être faites en code. Tu as beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau du back-end. Enfin, en fait, l'idée, c'est d'avoir le choix. Une fois de plus, je pense que beaucoup de choses évoluent. Faut pas être obtus sur le truc. Et il y a des personnes, ça à l'époque, nous, il y avait beaucoup le truc entre. C'était quoi? C'était l'artisan, c'était le no-code. Et de l'autre côté, tu avais l'artisan du code. Alors, je sais pas comment ça s'appelait. C'était un mot. C'est un mec vraiment qui utilisait aucun framework, aucune librairie, aucune. Tu sais, il y a un nom de personnes qui est comme ça, qui est vraiment des artisans du code purs, des puristes, quoi, et qui voulaient surtout pas entendre parler du code. On est limite au niveau de la recherche. Tu vois, c'était vraiment un truc très particulier. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était vraiment un truc où le no-code, c'était même pas un mot qu'il fallait prononcer. C'était vraiment profane. Et le marché a tellement évolué et il faut se dire aussi que le niveau nécessaire de développement dans le monde en termes de techno a tellement évolué que des développeurs ne peuvent plus gérer les besoins de nombre d'applications qui doivent être développées. Et aussi en face, il faut savoir que beaucoup d'écoles de code, alors je vais être un peu cru, hein, désolé pour les gens que je vais froisser, beaucoup d'écoles de code ont fait de la merde. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'auraient pas dû avoir le titre de développeur, même junior, sur le marché. Mais pourtant, ils l'ont eu quand même, en un minimum de temps. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens, en fait, au final, quand les entreprises elles vont piocher des gens parmi ces profils-là, déjà, ce sont des profils qui décrédibilisent l'ensemble des juniors, d'accord? Et qui vont augmenter le processus de recrutement des entreprises parce qu'elles ne veulent pas tomber sur X profils comme ça, bidons, qui soit leur font perdre de l'argent, soit leur font perdre du temps. Et je comprends, hein, moi, quand j'ai vu des profils sortir de. Je nommerai pas le nom des écoles, hein, parce que je veux pas me faire taper dessus. Il y a des chiffres dedans? Non, ça, je ne sais pas. Non, non. Il y a pas de chiffres. Non, non, parce que je considère qu'une école de code de moins de 6 mois, ça me pose des questions. Oui. Ça pose vraiment des questions. Parce que je ne comprends pas le prix que ça coûte par rapport à une école de ce temps-là pour finalement une compétence qui n'est pas utilisable. Et au final, genre un petit peu spoil, mais en formation de développeur no-code de 3 mois, j'ai le même temps de formation. Je crois que je suis même un peu plus longtemps. Hein, je suis sur 12 semaines par rapport à une autre école qui fait ça pareil en 3 mois, mais sur du code. Et je suis en mode, mais comment vous pouvez faire gober ça aux gens? Que en 3 mois, tu peux changer de vie grâce au code. Non, en 3 mois, tu peux avoir pété ton PEL, c'est tout ce que tu auras fait. C'est juste ça. Et oui, il y a des personnes, effectivement, qui deviendront bonnes grâce à ça. Mais au bout d'un an et demi, à forcer tous les jours à partir de leur base d'apprentissage. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un an et demi à continuer derrière. Ouais, ça me fait penser au débat à l'époque où il y a eu les premiers IDE qui commençaient à sortir pour VB ou à Ouais. l'époque. Alors, je vais parler des trucs pour des jeunes qui connaissent pas, mais Delphi, Borland, ce genre de choses, où les codeurs trouvaient débile que tu puisses mettre tes petites fenêtres machin et juste gérer le on click, on edit, on machin et mettre ton code dedans, quoi. C'est un peu le même débat du no-code aujourd'hui, quoi. Ouais, mais totalement. Mais de toute façon, tu auras autant de facettes et d'opposés de personnes qui veulent faire d'une certaine manière par rapport à d'autres. C'est humain. Moi, le seul truc que je dis à la fin, c'est que, en fait, au final, on touche des gens qui n'auraient pas touché au code parce que le prix, que ce soit Oui, entreprise ou personnes qui veulent se former, il faut savoir que pour se former au code, quand tu n'as pas une logique, ça te plaît pas de faire ça, en fait, honnêtement, ça va. C'est le no-code au pire est quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire autrement parce que le code n'est pas pour eux. Et au mieux, c'est peut-être quelque chose qui, à terme, pourrait les mener à faire du code de façon indirecte. mhm. Dans tous les cas, à la fin, on fait de la tech. Et je ne comprends pas pourquoi on nous emmerde encore avec des mauvais sujets là-dessus. Alors, à part effectivement si c'est un sujet de pas se faire remplacer ou pas se faire piquer des clients. Mais pour moi, en fait, le prix d'un développement en code est tellement cher que je vois plus le sujet, en fait. Je vois même plus la question qu'on peut se poser en 2024. Ouais, et du coup, voilà, de zéro, pour devenir un junior en no-code, c'est une formation de combien de temps d'après toi? Alors pour moi, je le dis, alors l'objectif quand je dis junior, c'est vraiment être capable. Nous, dans notre niveau, en sortie de formation, on est vraiment capable de développer des projets qui sont intermédiaires minimum, donc d'avoir un bon niveau. Et pour moi, donc en sorte, donc tu as des gens qui bien évidemment sont au-dessus de ça, mais nous, le niveau minimum qu'on sort en formation de 3 mois, et je précise bien de 3 mois, c'est dans l'objectif d'être compétent sur un métier ou d'être freelance. D'accord? Donc on Oui. voit aussi les bonnes pratiques et la sécurité. Par contre, les meilleurs niveaux nous qu'on observe, c'est littéralement en sortie d'alternance. Donc là, on est sur des parcours qui font 15 mois. Donc là, tu as clairement Mm. 3 mois de formation. Et ensuite, effectivement, tu vas continuer dans une entreprise. Et là, oui, c'est les meilleurs profils en général. Oui, oui. Ouais. C'est des trucs qui ont vraiment travaillé. Et ils sont sur des projets concrets. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui se forme au bout de 3 mois, mais qui arrête ensuite de développer, bah oui, c'est comme tout, il va perdre son niveau au fur et à Ouais, ouais. mesure. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est qu'attention, le no-code, du moment que tu es en freelance, donc on fait la différence avec quelqu'un qui crée son projet pour lui et quelqu'un qui est freelance, c'est que
la sécurité, les performances, les connaissances minimum de la RGPD, des trucs comme ça, sont essentielles parce que tu as la responsabilité de quelqu'un qui peut t'attaquer en justice en retour. Et ça, on fait très attention à ça pour éviter des accidents. Je considère que quand tu as un projet en face et que tu fais n'importe quoi, c'est pour ta gueule, en fait, c'est ta responsabilité. Et je joue pas du tout avec ça. Ouais, donc en gros, en 3 mois, tu peux te débrouiller. Ah oui, tu peux plus que largement te débrouiller. Mais c'est pour ça que je dis aussi aux autres écoles de code, attention au programme que vous donnez à mettre 15 outils ou quoi, parce que nous, ensuite, on récupère des entreprises qui sont parfois déçues, qui sont parfois méfiantes, ou même des élèves qui ont dépensé tout chez vous et qui, au final, n'ont pas le niveau escompté, qui ont un niveau très, très faible sur plein d'outils et qui, malheureusement, ne peuvent pas trouver leur place. Et la problématique derrière, c'est que, en fait, on appauvrit le marché. Oui, oui. Donc voilà, tu vois, Alexandre, tout n'est pas perdu. 3 mois et puis tu peux être un bon no-codeur. Non, 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 enfin, pour être honnête, ouais, j'ai pas eu le temps de. Mais tu vois, regarde, le bouquin, c'est zéro blague, il est là, regarde, tu vois, il est là. Mais Et du coup, chez Auto, vous faites que de la formation ou vous faites aussi de la prestat de développement, enfin, en tant que freelance ou de choses comme ça? On commence de plus en plus. En fait, il faut savoir que Auto, il y a plusieurs sujets qui sont devenus. Alors, je suis très hyperactif, faut comprendre. Pendant longtemps, on a fait beaucoup de la formation sur Bubble avec différents niveaux. Donc, on avait commencé vraiment par le côté créer son propre produit. Ensuite, on a créé la formation développeur. Ensuite, on a fait la formation développeur. Donc, on a fait des tentatives aussi avec d'autres outils. Mais au final, c'est vrai qu'on se sentait moins à l'aise parce que quand tu formes sur un autre outil, du coup, les missions, le marché, etc., on travaille avec des partenaires, mais au final, ça prenait pas autant que ce qu'on pouvait faire. Et surtout, en termes de coûts, c'est une gestion, c'est une communication, c'est assez compliqué. Donc, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est resserré vraiment sur la partie Bubble, en allongeant le niveau des formations, notamment sur la partie alternance, parce que c'était quelque chose qu'on voulait vraiment compléter. Et on sentait les entreprises qui étaient beaucoup plus ouvertes à ça qu'avant. Et à côté de ça, on a ouvert un peu de Presta, donc ce qu'on appelle le codev, donc toujours avec une base de développement, c'est-à-dire récupération du projet à terme, c'est-à-dire en gros, on développe pour toi, mais on t'inclut dans les phases de développement avec un sujet où vraiment tu peux voir comment ça se passe et qu'on explique certaines fonctionnalités de comment on les a développées. Et l'objectif, c'est vraiment avec une formation, outre la formation développeur, ce qu'on appelle le product launcher, c'est vraiment e-learning plus mentoring. Nous, Ouais, on c'est a ça. vraiment dans notre formation, on fait jamais que du e-learning, c'est assez rare parce que pour moi, c'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre tant que tu n'as pas quelqu'un ou une communauté sur laquelle tu peux te retrouver. Donc ça, c'était vraiment sur la partie auto, où on est vraiment sur le côté école. Sur les autres choses, on a commencé à développer, donc là, comme j'ai dit, le codev avec du développement. Et en fait, à côté de ça, sur le côté auto, je ne pouvais pas développer quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'est la partie business. La partie business, c'est que quand tu crées ton produit, beaucoup de gens nous demandaient comment on fait pour se lancer, comment on fait pour faire le marketing, c'est quoi la suite une fois que tu as ton produit. Et j'ai commencé à créer la partie micro-SaaS, donc c'est un mouvement que je suis depuis 2023, qui est, pour parler du marché du développement et du indie hacker, pardon, auquel je crois beaucoup. C'est-à-dire que trouver sa liberté à travers la création de produits pour d'autres, mais pas en termes de freelance, mais en termes de produits SaaS qui sont utilisés par d'autres, avec un modèle de solopreneur. Tu crées ton Oui. produit, tu crées plein de produits, littéralement, et tu as des produits qui marchent, mais des produits qui ne marchent pas, mais qui vont générer un petit revenu qui va se cumuler au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est la communauté MicroSaaS Builder que j'ai lancée à côté. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on intègre de plus en plus de devs qui font pas du Bubble, mais qui font du MicroSaaS quand même, qui sont intéressés par le sujet. J'ai lancé un challenge récemment, donc je suis hyper fier parce que ça a bien pris. Et moi, j'adore créer des outils à l'intérieur pour les aider avec beaucoup d'IA. Mon objectif, c'est de dire, en fait, peu importe l'âge que tu as, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont entre 40 et 60 ans, qui trouvent leur épanouissement en faisant ça à côté de leur travail, avec soit un potentiel de se reconvertir, donc en tant que indie hacker. Je dis, si je permets à des personnes de se lancer là-dessus avec un âge qui est relativement avancé, parce que moi je m'inquiète surtout, c'est vraiment des personnes qui sont, pardon, je me dis proche de la retraite, c'est pas une critique, mais j'ai des personnes qui honnêtement sont hyper inquiètes de dépendre d'une entreprise proche de la retraite parce que les entreprises en ce moment elles sont fragiles et du coup quelqu'un qui se fait lâcher sur le marché à 60 ans, courage. Yes, je vois pas ce que tu feras en fait pour une entreprise. Donc pour moi, c'est un truc qui m'inquiète énormément. Alors, tu sais, les sujets qui m'angoissent, c'est bizarre, mais ça fait partie des sujets qui m'angoissent parce que je le connais ça dans ma famille, par exemple. Et pour moi, la tech peut aider à beaucoup de choses parce que ça t'aide à être indépendant. Et pour moi, dans la vision du marché, c'est que dans l'avenir, il y aura de plus en plus de produits d'indépendants qui seront moins chers tout simplement que des grosses boîtes parce qu'elles coûteront moins cher à tous les niveaux et qui vont concurrencer de plus gros SaaS parce que tout simplement, ils seront plutôt locales en termes de distribution. Et ça, c'est le MicroSaaS Builder dans lequel, effectivement, c'est une communauté qui est basée pas exactement sur le no-code, mais sur la création de produits.
code ou pas, et où je fais vraiment la partie marketing, développement avec de l'IA, compréhension du marché, comment faire son pricing, etc. Dans une communauté secondaire qui est en fait reliée à Auto, mais là où je m'éclate. Et je fais beaucoup de coaching à l'intérieur parce que c'était la partie qui me manquait que je ne pouvais pas faire sur Auto, c'est la partie business. Et donc là, ce n'est pas des financements, c'est pas tout ça. C'est une partie où je peux m'éclater à parler de business pur et dur, quoi. Genre comment on fait de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça. C'est ce que tu partages en ce moment sur LinkedIn, tout ça, là, ce que j'ai vu, Ouais, là. ouais. Ouais, Ouais, ok. D'accord. je suis à fond là-dessus. Alors, je partage beaucoup d'IA en ce moment aussi parce que c'est une autre de mes passions. Je dors pas en fait. Faut savoir que je suis un robot parce que c'est deux trucs que je suis en train de développer à côté sur une évangélisation sur le côté IA mais pratique, sur des parties visuelles, sur des parties recherche où on n'est pas entre de la formation et on n'est pas non plus sur la partie, je dirais pour moi, diplôme en sciences de l'IA, en prompt engineer ou quoi, où on se limite pas du chat GPT. Mais c'est un peu le truc où du tutoriel un peu pratico-pratique, parce que c'est une demande qui est née surtout du micro-SaaS, où les personnes avec qui je travaille régulièrement me demandent les meilleures IA à utiliser, les meilleures intégrations, ou quoi utiliser pour connecter deux IA entre elles. Et au fur et à mesure, ce n'était pas dans le sujet réellement micro-SaaS, parce que en fait, c'était une demande qui devenait un peu poussive, mais qui n'était pas reliée à Bubble ni au business. Et je me suis dit, au bout d'un moment, en fait, quand je parle de vidéos ou d'images créées en IA, je le mets où? Je ne peux pas le mettre sur Auto, je peux pas le mettre sur MicroSAS. Donc, je commence à créer un peu un truc qui s'appelle Myrios, qui est une communauté, pour l'instant, c'est en préinscription, donc on est en train de le faire, où je réunis en fait tous mes petits tutoriels, tous mes petits documents que je crée régulièrement, justement pour m'aider dans l'IA et pour pas perdre les différentes actualités qui sortent. Et hier, il y a sorti Sora. Je suis à deux doigts d'essayer de me prendre un VPN, quitte à me faire bannir le compte, parce que c'est un truc qui me passionne. Et ça, c'est un sujet qui peut s'intégrer à différents niveaux, mais surtout dont les gens ont besoin, en fait. En fait, je pense que la formation en France, il faut qu'on arrête 2 minutes avec les formations scolaires. C'est important, hein, mais tout le monde n'a pas envie de se former à un métier. Mais des fois, des gens ont juste envie de se former à des compétences spécifiques et utiles dans leur métier. Et pour moi, tu vois, c'est tout bête, mais l'IA, je pense que une communauté où tu prends des petits tutos et que tu apprends avec d'autres personnes en mode à la cool et pas forcément avec une certif d'État, c'est OK, tu vois. Donc du coup, t'as pas, toi de ton côté, j'ai cru comprendre que l'IA ça te pose pas de problème quoi. T'as pas peur. Ah, non. Ouais, Tu c'est pas que j'ai pas fais peur, pas partie mais tu fais pas partie des devs qui ont peur de perdre leur travail quoi. non, parce que, tu sais quoi? Je vais te dire même une chose un peu plus forte. Et je pense que l'IA peut pas remplacer des devs, parce que déjà, seul un dev qui sait utiliser l'IA C'est c'est peut exactement ce que je utiliser dis. l'IA. Voilà. L'IA remplacera pas les devs, mais elle remplacera les devs qui savent pas utiliser l'IA. Voilà, en fait, c'est humain plus IA contre humain, hein. C'est pas Ouais. IA contre humain, c'est vraiment pas ça. Parce que de toute façon, il faut comprendre que le prompt, en fait, déjà entre humains, on n'arrive pas à se comprendre. Alors, t'imagines une prompt pour Bah comprendre ce que oui. tu veux faire dans ta tête, c'est impossible. Et il y a le deuxième sujet aussi derrière, c'est que je pense que la technologie, en fait, plus on multiplie les assets technologiques, plus on multiplie les possibilités de s'en sortir un peu mieux, pour moi. Aujourd'hui, je pense que les humains sont arrivés à court de solutions créatives pour sortir de la merde, clairement. Je veux dire, on voit là où on est faillible, on est des humains. Si pour moi il reste une vague d'espoir, c'est plutôt du côté de l'IA, hein. En termes de Ouais, réflexion de la tech et en de général. justice. De la tech en Ouais, général. oui, oui, de la tech en général, mais une prise de décision qui serait peut-être pure et parfaite et qui ne serait pas axée ou corruptible, même si on peut se poser la question de qui dirige l'IA, j'ai Oui, oui, l'impression quand même que ce serait plus enviable. C'est le mec qui dit des discours, tu vas te faire censurer, hein, je peux te dire, avec moi, tu vas te faire C'est censurer, pas c'est grave, sûr. c'est pas grave. Mais je me dis, tant qu'à faire des solutions qui seraient pures et parfaites, ne serait-ce que sur le climat, si c'est pas de l'IA qui l'apprend, il n'y a aucun homme qui l'apprendra raisonnablement, parce que ça voudrait dire se priver de privilèges. Et si tu es en haut du schéma décisionnel, puisque tu fais partie des puissants, donc tu fais partie du schéma décisionnel, tu ne prendrais pas quelque chose qui t'impacte toi-même. Ce serait idiot. Pourquoi des députés baisseraient leur salaire? En France, on le voit bien, tu vois. Donc, pour moi, c'est seuls de la technologie des machines qui sont capables de prendre ce genre de décision. Alors, je suis d'accord, hein, il y a des adaptations à avoir peut-être sur des personnes qui sont un peu plus en difficulté, mais je pense que déjà de base, de manière raisonnable, quelque chose qui réfléchit pour l'intérêt commun et pas pour soi, c'est déjà une avancée. Ça me fait plaisir que tu l'aies invité, Alexandre. Je te l'avais dit, il était super intéressant, tu vois, Parce et que tu ne on a m'écoutes à peu pas. près la même optique. Bah, je ne supporte pas les écolos qui mettent en face à face l'écologie et la technologie, quoi. Je dis, moi, on Bah, arrivera à s'en sortir, on arrivera à s'en sortir écologiquement dans le monde que quand on adaptera la technologie pour nous aider, quoi. c'est ça. Enfin, pour moi, si on avait On déjà peut pas trouvé des mettre face à face solutions, les deux doivent aller ensemble, sinon ça avancera pas. ouais, mais si on avait déjà trouvé des solutions, je veux dire, ça veut dire qu'on aurait déjà des gens brillants qui arriveraient, ne serait-ce que s'ils sont brillants, à les appliquer. La problématique, c'est que brillance et pouvoir ne vont pas forcément ensemble.
Donc malheureusement, une fois qu'on est arrivé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire, avec les accords de tout ce qu'on veut, soit on le fait par la force, et malheureusement, ça ne pourra jamais passer, soit on le fait par la techno, où au bout d'un moment, l'usage supplante tout simplement. C'est comme tout, hein, c'est une fois qu'un usage est devenu régulier, comme Uber, pourquoi on changerait si c'est plus facile? Bien, pour moi, la technologie a ce besoin-là, c'est-à-dire pouvoir donner envie aux gens de se mettre à l'écologie. Alors oui, bien sûr, l'énergie, les serveurs, etc. Là, on ne parle pas dans un univers, là, on parle d'idéal, et je pense que l'énergie deviendra le prochain cours le plus élevé au monde. Mais effectivement, pour moi, la technologie peut amener une solution que les hommes ne peuvent pas trouver actuellement. Et moi, Tout comme dans les vaccins, tout comme tout, quoi. j'ai suivi un meet-up il n'y a pas longtemps sur justement les IA et la consommation d'énergie, où le mec nous expliquait comment faire au mieux pour que ton IA que tu utilises consomme le moins possible d'énergie, quoi. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut réfléchir quand tu crées ton produit, quoi. Ça se réfléchit en amont, quoi. Ouais, mais alors il y a plein de trucs. Attention, on n'est pas dans cette dominante-là pour l'instant. Et si on parle de no-code et d'écologie, pour nous, le no-code n'est clairement pas écologique dans son utilisation. Par contre, là où il est écologique, c'est qu'il permet de tester quelque chose sans avoir à Oui. le déployer à grosse échelle. Et c'est vrai qu'en ça, il est écologique dans le sens où c'est un produit que tu fais. S'il ne peut pas être maintenu et s'il ne fonctionne pas, il est jeté. Oui, c'est pour ça que je te parlais de POC au début. C'était vraiment, ça te permet de tester rapidement un truc et voir si c'est viable. Si c'est pas viable, on passe à autre chose, on teste autre chose, quoi. Et au niveau des SaaS, t'as vraiment des trucs qui fonctionnent bien ou pas? Sur les micro SaaS que tu t'accompagnes? Ah oui, il y a des gens qui commencent à faire de l'argent. Alors, c'est des petites sommes au début, c'est Oui, c'est bien sûr. de 100, 140 euros, etc. Enfin, et d'ailleurs, c'est marrant parce que la première qui est arrivée, c'était Leïla qui a 60 ans. Et c'était génial, tu vois, de voir explorer le truc. En fait, déjà, en France, il faut comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas habitué à faire des choses qui sortent du cadre. Donc, moi, j'ai expliqué à des gens où effectivement, c'est par exemple le côté vendre quand t'as pas. Ça, c'était déjà, ça commence un peu à rentrer, mais c'est compliqué. Le principe du MVP aussi, il y a très très peu de gens qui le comprennent réellement. Soit ils sont en dessous, soit ils sont largement au-dessus. Et il y a un sujet aussi de data, c'est en France, on a du mal à se dire que ce qu'on prouve comme données doit être des données chiffrées ou des données tangibles, plus qu'une perception doigt mouillé. Et donc aujourd'hui, moi j'ai des résultats qui sont intéressants. Moi-même, j'ai fait des micro-SaaS là-dessus pour m'amuser un petit peu, alors que je n'ai pas poussé, mais qui fonctionnent quand même. Et derrière ça, c'est un produit où je préfère, si je te dis pas que c'est fait en no-code, tu pourrais pas te dire que c'est du no-code. Oui. J'en ai vu un que tu avais fait, je sais pas si c'est Un un SaaS stand-post? d'ailleurs, mais oui, ça doit être ça, ouais. Oui, Ouais. sur la création d'images, oui, complètement. Je me suis amusé Ouais. là-dessus parce que j'ai une passion image à plusieurs niveaux. Et pour moi, c'est là aussi où je monte les choses. Parce que quand on me dit oui, ouais, pour de l'IA, on peut faire que du textuel. Je dis, non, on peut faire de la vidéo, on peut faire pas mal de choses, quoi. Et c'est quoi, pour éclaircir un peu ceux qui vont écouter, c'est quoi que tu appelles un micro SaaS exactement? Alors, un micro SaaS, alors, on le régit. En fait, je te fais la grosse explication. Il faut se dire qu'un SaaS, la différence entre un micro SaaS et un SaaS, c'est qu'un SaaS est géré par une équipe, d'accord, avec plusieurs personnes, avec l'objectif de faire une croissance, c'est-à-dire que ses charges versus son CA va être à peu près à l'équilibre. Parce que tout simplement, quand tu as une équipe derrière à nourrir, eh bien, il faut que tes charges, tout simplement, on va dire, ne soient pas explosives et que ton CA en face te permette d'équilibrer les choses pour continuer à croître et donc rajouter de nouveaux clients, augmenter l'équipe, faire plus de CA, rajouter des clients, faire l'équipe plus de CA, tu as compris l'idée. Et à la fin, il y a peu de bénéfices parce que tout simplement, ce produit-là en SaaS, donc les startups tech, très souvent sur ce modèle-là, eh bien, le principe, c'est que pour faire une croissance permanente, parce que les produits ont un cycle de vie et de mort, eh bien, au bout d'un moment, il faut s'ouvrir, c'est-à-dire faire plus de clients, faire de différentes audiences, faire une ouverture sur différentes fonctionnalités. Et des SaaS qui sont petits commencent à grossir pour faire toujours plus de clients et dans un schéma de croissance obligatoire. Un SaaS aujourd'hui, une startup tech, si elle arrête de croître, elle est morte. Parce que tu as des charges en face. Le micro SaaS, le principe, c'est l'inverse, c'est de dire on mise tout sur le bénéfice. Le produit, s'il vit ou il meurt, c'est pas grave. Et le principe derrière, c'est de rester quasiment seul. En gros, tout ce que tu génères, c'est pour toi, c'est de la marge, c'est du bénéfice et du net. Et l'objectif, c'est que si ton produit, il marche, tant mieux. Si ton produit, il meurt, tu passes à autre chose. Et l'objectif, c'est de générer en permanence des micro-SaaS. Donc, ce n'est pas des produits qui sont censés faire des millions d'euros, mais c'est des outils qui peuvent faire des milliers d'euros parce que tout simplement, ils sont mis dans un business model de produit, mais dans un business model aussi du créateur, puisque toi, quand tu crées 1, 2, 10, 20, 30 produits, tu vas être plus performant, tu vas en faire de plus en plus, et c'est le cumul de ces différents revenus qui va générer une somme confortable pour vivre en tant que indie-preneur, donc indie hacker et donc solopreneur, je vais le dire comme ça, soit pour le coup des plus petites sommes, mais que tu peux faire en dehors de ton travail. Donc l'idée du micro SaaS, c'est
fais un truc qui te plaît en dehors de ton taf sans prendre le risque de quitter son CDI. Ok, mais oui, mais alors du coup, des exemples d'outils de micro-SaaS que vous auriez fait ou sur lesquels vous avez participé, ça représente quoi? C'est quel type d'outil? Ça sert à quoi? Vous parliez avant d'un outil pour faire des images. C'est juste tu proposes un service de générateur d'images, quoi. Par exemple, celui que vous parliez avant, là. Alors moi, Pas que, Instant pas Post, c'est un que. système où tu mets tu as un modèle d'apprentissage qui apprend avec tes photos, en gros, et à partir de ça, ça peut te générer toute forme de photos avec justement ton visage. Donc c'est un D'accord. système de modèle, donc c'est des micro-SaaS, c'est-à-dire c'est pas censé révolutionner ta vie. Par contre, c'est censé te permettre de répondre à un usage. Ok, oui, donc c'est vrai, voilà, tu t'es basé sur un LLM et puis voilà, c'est un LLM qu'on entraîne derrière avec ses photos et. Ouais, c'est ça. Tu as ça, tu en as d'autres qui sont sur la formation, donc création de formation de manière automatique. Tu en as d'autres qui sont dans un mode de création, alors ça peut être tout bête, mais génération tu sais, donc pour les agences immobilières. Donc en fait, c'est un système de poste qui automatiquement, à partir d'une annonce, va générer pour les différentes plateformes toutes les annonces possibles avec différents templates et les photos automatiquement générées. Pour les Ok, annonces, tu as ça, tu as aussi trucs dans l'immobilier, c'est-à-dire que tu sais, les trucs du genre Créaya, des trucs comme ça, c'est-à-dire que tu prends une photo de ton lieu en construction et ça applique sur la heat map du lieu, ça applique un schéma de décoration, donc pour les décorateurs d'intérieur, etc. Enfin, tu as plein de sujets dans tous les sens. Tu as des et ça, petits du coup, c'est trucs. des gens qui ont développé ces microservices et que d'autres personnes utilisent à contre-rémunération derrière, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, le principe d'un SaaS, ça peut Ouais. être du revenu mensuel, annuel, par crédit ou autre. Avec l'objectif derrière, un truc qui a été connu pendant la période à peu près en 2022, me semble-t-il, c'est VoicePen, tu vois. C'était un truc, alors c'est tout con à refaire, mais VoicePen, c'est en gros, tu prends tes notes par vocaux, tes vocaux sont récupérés par la plateforme, sont transformés en blog, corrigent les notes, etc. Et ça te permet d'avoir des blogs, enfin d'avoir un système de blog, etc. Ça permet aussi de corriger tes notes quand c'est nécessaire. Tu peux amplifier une IA qui permet d'écrire comme toi par la suite. Enfin, tu peux faire toutes sortes de choses grâce à ça. En Ok. fait, c'est illimité avec l'IA. Le seul truc que j'ai dans le micro-SaaS, c'est que souvent, alors, il n'y a pas que ça, tu vois. Moi, je prends souvent l'exemple d'un micro-SaaS tout con, hein, mais le micro-SaaS qui est bête, que je prends tout le temps en exemple, c'est les coiffeurs avec leur prise de rendez-vous. Tu vois, tu fais un système d'agenda. Aujourd'hui, quand tu vas chez le coiffeur, enfin, moi, je passe par un système de prise de rendez-vous en ligne. Mais les systèmes de prise de rendez-vous en ligne, c'est souvent géré par des grosses boîtes, c'est genre Planity ou autres, qui ont des process où il faut forcément que ça gère la compta, etc. Alors, c'est pas plus mal pour certaines personnes, mais c'est des coûts qui sont parfois gros. Voilà, je vais le dire comme ça. Le principe derrière, c'est qu'avec le micro-SaaS, tu as des coûts réduits parce que toi, ça te coûte très très peu cher finalement d'avoir un forfait de développement et tu n'as pas une équipe à nourrir. Donc, du coup, tu peux faire une concurrence par le prix et tu peux permettre d'avoir un système où, avec pareil, tu l'intègres sur ton site en iframe, tu fais ta prise de rendez-vous, ça envoie un texto pour te relancer sur le rendez-vous, sur ta prise de rendez-vous. Tu as un agenda en interne pour gérer les éléments et voir quand la personne annule ou ne se présente pas au rendez-vous. Tu peux faire un paiement en ligne et tu peux même gérer multi-user et multi-salon. Et tout ça, pareil, en no-code. Le Ouais. terme de micro-SaaS, c'est vraiment la capacité à faire du développement très rapidement avec un objectif d'être focus sur une cible précise. Ouais, pas Pas mal. faire un gros truc. Mm. C'est pas faire HubSpot. Hein. Tu ne peux pas faire HubSpot en micro-SaaS. C'est Non. juste qu'à le préciser, c'est important. Par contre, un truc con, mais au niveau, comment dire, no code, que ce soit Bubble ou autre, le code que tu utilises quand tu mets un bloc ou un bouton, peu importe, ce code-là, il est audité ou pas? Parce que tu Qu'est-ce sais que tu pas ce appelles? qui, bah, le code qui sera utilisé pour ta page internet ou peu importe ce que tu fais, tu sais pas ce qui contient finalement le code de ta page. Tu peux regarder parce que c'est du TypeScript. Donc, tu peux regarder dans la page comment il est généré. Et donc, tu peux voir après qu'est-ce que tu entends de plus par auditer parce que je vais manquer de termes techniques pour te répondre. Juste savoir Si je si, fais pas en n'importe quoi. gros, ouais, voilà, juste si tes data vont pas, je vais dire une bêtise, en Chine ou je ne sais quoi. Enfin, je dis un truc complètement débile, mais l'idée c'est Ça, ça. c'est Il me dans semble les que conditions de Bubble l'outil. audite leur code, je crois. Mais, En fait, d'accord. Donc, toi, tu veux dire que du côté de l'éditeur, ça se passe comme ça, ou du côté de la personne qui le fait et qui non, produit non, en termes vraiment de. éditeur. Vraiment Non, non, éditeur. ils font gaffe à ce qu'ils font parce que c'est tu peux regarder les conditions générales d'accès, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, par exemple, tu sais, c'est un exemple tout bête. Quand on nous pose la question sur la RGPD. Donc, oui, depuis juillet 2023, la CNIL autorise d'avoir des données qui transitent par les États-Unis, Ouais. notamment, si ce ne sont pas des données sensibles, etc. Donc, la RGPD, du moment que tu préviens que tu ne fais pas n'importe quoi, c'est OK. En termes de gouvernance de données, effectivement, tu pourrais dire, ouais, en fait, si je veux respecter la gouvernance des données, il faut que je prenne un front en Bubble et un back sur, par exemple, je te dis des bêtises, mais sur une autre technologie.
peux Xano, Supabase ou quoi. Voilà, peu importe. Le problème de ça, c'est qu'en fait, Bubble fait remonter ses logs utilisateurs au niveau des États-Unis. Donc, tu as forcément derrière ça les logs avec le mail de la personne qui passe. Donc déjà, c'est pas anonymisé. Il faudrait avoir un système où là, pour le coup, tu pseudonymises à la limite ou avec un différent niveau de sécurité pour que tu aies une encryption de ce qui est remonté à Bubble. Mais en tant que tel, pour moi, si tu veux faire de la donnée de santé ou si tu veux une gouvernance des données maximum, ben, soit effectivement tu prends du on-premise, donc c'est un forfait avec un serveur dédié, et là c'est très cher, je crois, et dans ces cas-là tu peux le faire en local, mais c'est pas du tout conseillé à beaucoup de gens parce que je crois que c'est 5000 balles minimum au mensuel. Soit effectivement, tu ne peux pas exporter le code, hein, donc c'est forcément une solution lock-in. Soit effectivement, dans ces cas-là, tu vas sur une autre techno. Il y a des technos qui dissocient back et front, ce que fait pas Bubble, pour le coup comme WeWeb, ou là, pour le coup, en étant sur du Supabase, du Xano, ou même sur d'autres technos, que tu peux te connecter via API, ben dans ces cas-là, tu respectes cette RGPD. Il y a des autres outils no-code, par contre, spécifiquement là-dessus, comme XAR, qui peuvent le faire aussi. Et là, pour le coup, qui respectent des trucs où, par exemple, je crois qu'ils ont bossé avec l'armée de terre. Tu vois, donc c'est vraiment sur des niveaux de sécurité très importants. Mais effectivement, c'est pas les mêmes structures. Parfois, c'est plus complexe. Parfois, tu peux aller moins loin. Enfin, c'est vraiment, je pense que beaucoup d'outils, tu as tous les outils qui correspondent à tous les usages. Ça va vraiment dépendre de ton envie, ton besoin, là où tu veux aller, tes compétences. Et Bubble maintenant fait du mobile, je crois. Bubble fait du mobile en bêta. Donc en fait, en gros, actuellement, on est sur une bêta. Donc je pense que c'est un truc qui évolue au fur et à mesure. Donc c'est pas forcément du full. Je l'ai testé, c'est vraiment assez impressionnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va être du mobile natif cette fois-ci. Donc ils vont générer le code. Donc ils sont déjà le système. Hein, il y en a une ou deux qui sont sortis déjà sur les stores. C'est en fait du comment c'est du que je te dise pas de bêtises. C'est du React. Donc du React Native, donc qui permet de faire le système derrière et qui permet, on va dire, avec une logique un petit peu différente sur certains appels, d'avoir une application qui soit avec un feeling natif. Ça, en fait, la peur qu'on avait, nous, c'est d'avoir un peu ce côté, tu sais, un peu comme on a sur des applications qui sont avec un wrapper un peu plus lente, sans qu'il y ait un changement. Là, les feelings est vraiment natif. Par contre, ça change un peu de nos habitudes. On est sur une page qui est générée quasiment directement sur le lancement de l'application web, enfin sur l'application, pardon. Et c'est ça, je pense, qui permet de générer un peu le côté natif. Et ce qui est bien, c'est que ça va ouvrir le champ des possibles à des personnes qui, enfin, je veux dire, à part si tu fais du Flutter Flow, qui est un peu low code pour le coup, je considère, bah, tu n'as rien qui te permet de faire du mobile de manière un peu plus simple. Oui, tu avais Adalo avant, mais Adalo, c'est devenu un peu le parent pauvre du no-code. Ils ont été rachetés, mais c'était un peu catastrophique. Honnêtement, on y a cru pendant longtemps. Et on s'est aperçu que leur business était plutôt basé sur les kebabs et les salles de judo. Donc ils se sont dit, ils ont arrêté de développer, mais littéralement, hein, c'est-à-dire qu'ils nous ont vendu, ils ont plus fait d'articles pour annoncer les performances que fait des efforts pour ajouter de la performance. Donc on s'est dit, au bout d'un moment, ils font ça, ok, et ensuite ils ont augmenté leurs tarifs. Donc tu dis, peu de perf, tarif élevé, ça sent un peu la douille quand même derrière de je sais pas ce qu'ils font en interne. Ils nous ont sorti des trucs qui n'avaient aucun rapport. Ils sont allés sur le web alors que personne ne leur demandait. On s'est dit, pourquoi laisser les WordPress là où il est. Pourquoi refaire du web là où il n'y en a pas besoin? Et derrière ça, en fait, ils nous ont annoncé, mais vraiment sorti des fagots, on s'est fait racheter avec un petit drama au milieu. Et derrière, le mec annonce on va augmenter les tarifs, on va enlever les trucs gratuits. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, le business pour moi d'un Adalo va se rapprocher beaucoup plus de ce qu'on pourrait voir avec du Good Barber. Plutôt qu'effectivement un business qui serait pur no-code. Parce qu'il y a une dominante du no-code dont on parle moins, c'est la dominante de liberté. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir ne pas être bloqué dans du template, dans du Canva, et garder l'usage de garder l'usage tout simplement de ce qu'on pourrait en faire en termes de personnalisation. Si on se retrouve dans un WordPress, tu vois, WordPress par exemple, c'est un cas, et nous on le dit, hein, c'est du low-code. C'est du low-code dans le sens où si tu veux pouvoir l'utiliser et le modifier, tu dois coder. Oui, parce que tu peux rajouter des plugins, des machins, mais tu dois développer toi-même, quoi. Mais ouais, mais tu peux pas le faire sinon, tu peux pas le personnaliser sans ça sinon. À 30, il faut que j'arrête, hein, je vous préviens. J'avais prévu jusqu'à 30, c'est pour ça. Ah non, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je suis au boulot encore, là, donc j'ai des choses à faire encore. Moi, j'ai posé mes questions, Alex. Hein. Moi, j'ai mes réponses. Alex, il a rien dit. Non, mais franchement, non, mais j'aime beaucoup écouter. Et pour le coup, je regarde énormément les vidéos que tu sors. Donc, non,
Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas. Mais Si, alors on va dire, allez voir sa chaîne. C'est quoi? C'est la chaîne oui, c'est Auto ou c'est sur ton nom Thibaut, la chaîne? C'est ça, ouais. En fait, si tu regardes sur YouTube, vous cherchez auto. Et en fait, en général, vous tapez auto, ça devrait marcher. Sinon, vous cherchez auto no code et vous le trouvez. En général, vous tombez sur des Alors c'est vidéos de Auto, moi. O-2-T-H-O. O. je mettrai de toute façon Oui, les on liens en mettra les liens, description, mais il n'y a voilà, pas si de les gens souci. écoutent et veulent chercher, c'est Et O-2-T-H-O. même le Discord, le Discord, Ouais. pour le coup, la communauté est vraiment cool. Et faut aller faire un tour, c'est vraiment sympa. Mais ouais. Mais à titre perso, je préfère largement Bubble à WinDev pour le coup, parce que j'ai fait du Du WinDev aussi. WinDev. Non, mais c'est vrai, c'est pour l'avoir fait justement. WinDev qui est quand même vachement plus permissif, tu fais quand même plus de code, je trouve, et tu as une vraie partie mobile. La Bubble, ils sont en Mais train d'y WinDev, arriver. c'est considéré comme du no-code? Justement, ma question c'était ça. C'est selon vous, c'est quoi? Parce que C'est pour du moi, no-code, du pour low-code? moi, WinDev, c'est du code. Enfin, c'est du Ouais, dev. pour Hein. moi, c'est du pur. Enfin, pour moi, c'est du dev dans le sens où Ah il y a, oui. oui, il y a du code. En fait, je pense que c'est quelqu'un. C'est qui l'avait comparé à du Page? Vous savez, les éditeurs qui vous font un espèce de layout Ouais, c'est Ah, le. Dreamweaver, non? C'est pas ça? Ouais, Dreamweaver, voilà, c'est ça. Ouais, C'est c'est un peu les ça. Ok. Ouais, what you see is what you get, quoi. Ouais, ouais, le les WYSIWYG. WYSIWYG pour générer du code, sauf que Bah, là, c'est le ce que je truc du parlais un no-code, peu c'est. avant, l'époque où Ouais, on avait ça, où tu glissais tes boutons, tes fenêtres, tes drop lists, tes machins, C'est ça. et les gens disaient, bah, c'est pas du vrai code. ouais. Bah, Dreamweaver, c'est le problème de ces outils-là, c'est que la problématique derrière, c'est que le code exporté, quand tu l'installes ailleurs, bah, c'était pas propre. C'est ça le problème en fait derrière, c'est que des outils maintenant ont bien compris en no-code. C'est pour ça que la logique du lock-in, elle était assez logique dans beaucoup de cas. C'est que quand on se retrouvait à faire allez, je résume un petit peu, mais du code à importer dans un autre élément ou à appliquer, beaucoup de gens voyaient le code dégueulasse. Sauf Mm. que du coup, c'est logique parce que bah, c'est des blocs qui sont rajoutés au fur et à mesure. Il n'y a pas de refactoring ou quoi. Mais le problème à l'inverse, c'est que du coup, le no-code a pris le problème à l'envers, notamment Bubble, puisqu'ils existent depuis 2012. Ils se sont dit, bah, on va pas générer le code, on va tout simplement générer le code, mais qui va être propriétaire. Donc du coup, il y a une transparence, on voit du visuel, et on s'adresse à des personnes qui ne veulent pas tout simplement récupérer le code pour l'installer, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas de volonté à faire ça. Et le problème, c'est que maintenant, on leur reproche d'être lock-in et de ne pas exporter le code. Ouais, mais les copains, c'était ça l'objectif à la base. Il faut savoir qu'ils se sont lancés à un moment où c'était nécessaire de le faire dans ce sens-là. Donc forcément qu'à l'époque, voilà, il faut savoir que c'est une solution qui est vieille raisonnablement, c'est plus de 12 ans, quoi. Elle est mature. Forcément que ça a commencé à. Ah bah oui, forcément, ouais. Bon, bah super, c'était super intéressant. Bah, merci à vous en tout cas d'avoir donné la parole. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté. Non, on ne sera pas censuré, promis. Ça va alors. On mettra des bips. Voilà, c'est vrai. Oui, voilà, on fera ça. Des bips Ça va, au montage. Bip, 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 bip. Bon, ça va. Merci encore à tous les deux. Ah, bah, merci Merci à à toi, toi, c'était merci super beaucoup. intéressant. Et C'était puis bah, au super. plaisir, quand tu veux, on se Ouais, remet ça avec grand, grand plaisir, vraiment. Ah bah avec Il n'y a plaisir. aucun problème. Merci Salut. encore. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Bonne Salut. soirée. À la prochaine. Ciao. Espresso dawning in my ears, static buzz, the digital sphere. Alex Breach and Truth Laurent near, Etienne and Pascal, chaos clear. Circuit boards and software code, electric dreams that overload. Podcast rhythms, channel nodes, futures pulse, exploding mode. Espresso spark in the night, wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's our flight. Charge of current, hold 'em tight. Espresso spark in the night, wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's our flight. Charge the current, hold on tight. Whispers of AI algorithms rhyme, Chlorine's vision on the line. Echoes of Etienne's climb, Pascal pushing past the time. Quantum whispers, fractal paths, lights of wisdom, shattered glass. In the labyrinth, Lauren laughs, data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Tech storm raging, can't fly. Patch the glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide. Espresso spark in the night, wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's our flight. Charge the current, hold on tight.
glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide. Pronto whispers fractal path. Bites of wisdom shatter glass. In the labyrinth, Laurent laughs. Data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Tech storm raging, can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide.